Avant de commencer ma présentation, j'aimerais bien revenir un peu en complément de ce qui vient de dire mon collègue. D'abord, donc, je représente la société civile française au ministère de l'écologie pour l'évaluation des effets des produits chimiques, dont les pesticides et les biocides. Juste pour vous, les pesticides, c'est un mot qui se termine par cide, du latin tuer, et peste, c'est l'insecte. Donc un pesticide, c'est un tueur d'insectes. Mais il y a aussi un biocide. Et le biocide, c'est un tueur de vie. Les deux produits contiennent assez souvent la même matière active, mais en quantité un peu différente. Les pesticides sont utilisés dans l'agriculture. Les biocides, par contre, sont utilisés dans la vie quotidienne d'une personne. Les petits sprays qu'on utilise, si ça sent bien ou ça sent pas mauvais, c'est parce qu'il y a un biocide qui tue les microbes. Et donc, au ministère de l'écologie, nous étudions les effets risques et bénéfices des produits. C'est-à-dire que quand un produit, avant d'être homologué, passe par mes collègues de l'ANSES, et je fais partie du comité d'études scientifiques de l'ANSES, on donne un avis au ministère concernant un produit qui peut être homologué. Ensuite, il y a l'autre commission dans laquelle je fais partie, c'est la commission pour l'évaluation risque-bénéfice d'un produit. C'est-à-dire que même si un produit il est considéré toxique par l'ANSES, il y a la deuxième commission qui va dire oui, mais quelle est la balance risque-bénéfice. Et s'il s'avère que le bénéfice c'est plus nécessaire que le risque, eh bien, les produits passent au travers. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Quand nous venons de ce côté donc, de la table à vous présenter la problématique santé et environnement, il faut savoir interpréter un peu donc, les décisions de nos dirigeants. Concernant par contre les maladies professionnelles et Génération Future, je vais faire la présentation, voilà donc ça, c'est une ONG reconnue par l'État français comme utilité publique. Eh bien, nous avons travaillé longtemps pour les victimes des pesticides. Je ne sais pas si vous êtes au courant, dans la télé on a parlé pas mal, qu'il y a les agriculteurs qui ont eu beaucoup de mal pour faire reconnaître la maladie professionnelle des pesticides. Et c'est simplement il y a 2 ans qu'il y a un agriculteur, donc faisant partie du réseau victimes des pesticides, c'est un réseau qui appartient à Génération Future, qui est pour la première fois en France, sa maladie a été reconnue comme maladie professionnelle. Je suis vraiment heureux ce soir de rencontrer mon collègue parce que j'ai bien pris ses coordonnées et je crois qu'on doit travailler en symbiose parce que nos victimes des pesticides, nous avons une liste assez longue. Je crois qu'on va démarrer une collaboration et nous avons besoin de votre aide. Je ne vous connaissais pas avant. C'est vrai que peut-être on a été au tribunal parce qu'il y a beaucoup de viticulteurs surtout qui ont été au tribunal. Ils perdaient et simplement parce que peut-être qu'ils n'avaient pas l'aide scientifique que vous pouvez apporter. Et merci d'avance. Concernant le chlordécone, monsieur a raison. Oui, le produit a été interdit il y a longtemps, mais simplement qu'on peut l'utiliser encore aujourd'hui de façon légale. Pourquoi? Parce que quand l'État français ou italien ou espagnol donc, déclare un produit et donc non plus homologué, hors homologation, c'est dit que le produit ne peut plus être utilisé à partir de 3 ans après, donc on est 2015, le produit ne peut pas être utilisé à partir de 2018, sauf à épuisement des stocks. Donc les utilisateurs, ils sont 3 ans de temps pour pouvoir stocker du produit. Et ensuite, le produit, on arrive à 2018, qu'il est interdit, mais puisque le stock il est tellement important, peut être utilisé encore pendant 10 ans.
c'est la réalité du chlordécone. Concernant les glyphosates, c'est vrai que c'est pas nouveau la nouvelle qui est sortie, puisque je pense que tout le monde connaît le travail que fait notre cher ami Gilles Seralini de l'Université de Caen avec l'évaluation du Roundup sur le rat. Donc, disons, pour nous, ce n'est pas une nouveauté. On connaît très bien. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a déjà vu les transmissions de télévision où on voit des rats avec bien malades. Donc, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement que des études de médecins qui font que, parce qu'on fait une étude, on trouve une maladie, et que la loi l'intervient, c'est, je vous assure, beaucoup plus complexe que ça. Mais surtout, c'est les citoyens qui, à travers les associations ONG comme nous, qui nous faisons l'interface entre la demande des citoyens et les législateurs et les gouvernements, qu'on peut avancer. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai fait partie donc, du CA des générations futures. Je suis pratiquement le chimiste donc, de l'ONG. Et le travail que nous faisons, c'est nous sommes en interface avec le ministère français d'un côté ou avec Bruxelles pour faire quoi en définitive? C'est pour se battre contre le lobby. C'est-à-dire, surtout quand on va à Bruxelles, les lobbies, ils arrivent avec des mallettes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils contiennent, les mallettes. Et nous, on arrive avec des dossiers. Simplement qu'il y a 5000 lobbyistes reconnus à Bruxelles de l'industrie et il y a 300 représentants de différentes associations. Nous faisons aussi du lobbyisme, mais simplement qu'il y a donc une lutte qui est inégale. Donc, j'ai fermé la parenthèse, j'enlève tout ça sur ma présentation. Je pensais que c'était important un petit peu de comprendre comment ça se passe. Donc moi, après 40 ans de recherche dans la chimie industrielle, j'ai décidé de rejoindre l'association Génération Future parce que j'ai pris conscience que ce que nous faisions au laboratoire, ce n'est pas ça qu'on fait et en réalité. C'est-à-dire, nous sommes dans notre laboratoire avec notre blouse blanche, etc. On va analyser l'effet d'un pesticide à dose homéopathique et tout ça, c'est très bien. Les résultats, c'est très bien. Donc, on le présente ça au gouvernement. On a une homologation. Simplement que entre la paillasse du laboratoire et la paillasse de l'agriculteur, c'est complètement différent. C'est-à-dire que l'agriculteur ne peut pas appliquer les produits à la dose homologuée. C'est impossible. Donc forcément, son dosage, il est 10 fois, 20 fois plus important que la dose homologuée. Et voilà, donc les problèmes résistent là. Mais si l'homologation devait dépendre de la quantité réelle du produit appliqué, il n'y a aucun pesticide qui pourra être homologué. Donc, pour avancer, oui, donc, j'utilise ça. Ouais. OK. Voilà. Et bien, donc, c'est la 10e année que Génération Future organise cette semaine sans pesticides, que c'est la première semaine du printemps, mais c'est simplement parce que c'est le printemps qu'on commence à utiliser les pesticides à grande échelle sur le champ. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours considéré que quand le gouvernement sort en disant tel pesticide, il est utilisé dans l'année à cette quantité-là, c'est complètement faux. Parce que le pesticide est utilisé de façon bien spécifique. C'est-à-dire quand le mois d'avril, on applique un pesticide, cette quantité-là, on la rapporte à l'année. Mais
pour la santé définitive, c'est complètement faux parce que cette quantité-là, c'est la quantité réelle, la dose qui est ingérée au moment précis de l'application. Donc, ce n'est pas une dose distribuée dans l'année, mais c'est la dose concernée dans les 3-4 jours d'exposition. Mais on ne peut pas être partout dans la lutte, donc laisser faire. Simplement, c'est pour vous dire justement que que la problématique elle est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies qui ne sont pas prévues parce qu'on ne prend pas en compte que l'application de tels pesticides elle a une dose qui est beaucoup plus important que celle qu'on veut faire croire. Donc, nous sommes un petit peu partout par les différents réseaux. Nous avons 57 000 euros pour cette année. La prévision, c'est 57 000 euros de frais donc, dans l'organisation de la semaine sans pesticides, mais ça, ce n'est pas important. Ça, c'est une présentation que j'ai faite hier soir à Nice. Le temps disponible, c'était beaucoup plus long. Là, on a 20 minutes. Je pense que j'utilisais déjà la moitié. Donc, je vais... c'est sûr que je vais couper la présentation. Hein. Donc, nous, comme Génération Future, nous sommes présents dans la loi de la biodiversité qui a été discutée justement la semaine dernière. Parce que ça, donc, c'était le 17 mars, en définitive. Elle était déjà discutée. Et la conclusion, si vous l'avez peut-être lu dans les journaux, c'est que les 5 pesticides qui sont la cause de la mortalité des abeilles, a été voté et à partir de 2016, ces 5 pesticides nicotinoïdes ne seront plus utilisés. Et cette loi a été votée contre la volonté du gouvernement français. Et alors, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, puisque le gouvernement est contre l'interdiction de ces pesticides parce que ça allait gêner beaucoup l'industrie des pesticides. Je pense qu'ils vont attendre et vont dire, attendez, on ne va pas l'appliquer parce qu'on va voir Bruxelles qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent Bruxelles. Ensuite, nous, on va s'aligner à la décision de Bruxelles. Donc, la loi santé, là, mon collègue en a parlé assez. Et par contre, c'est la révision du plan Ecophyto. Quand il y a eu le Grenelle de l'environnement, la décision a été prise de diminuer de 50% l'utilisation des pesticides dans les 10 années à venir. Je pense, vous allez me confirmer, c'était donc 2008. 10 ans, c'était en 2018. Donc en 2018, 50% des pesticides devaient être réduits. Les 2 premières années, ils sont sortis des données qu'il y avait une réduction des pesticides. Donc le gouvernement français ne s'est pas inquiété, simplement qu'il y avait des gens comme moi qui commençaient à fouiller en disant « Attendez, ces pesticides, vous dites que c'était réduit. » Oui, mais avant, étaient vendus à une concentration de 35%. Aujourd'hui, le même produit qui est en commerce, il est à une concentration de 55%. Donc, on va multiplier, on va rapporter les pesticides à la quantité appliquée et à chaque fois, en définitive, le produit utilisé, c'était supérieur à l'année précédente. Donc, la conclusion, c'est que Stéphane Le Foll a décidé qu'on n'arrive pas à réduire donc, les pesticides et qu'en 2018, il y aura plus de pesticides qu'en 2008. Et il a décidé d'arrêter le plan phyto et refaire un 2e plan. Et si dans 2 ans, on se rend compte que ce plan ne marche pas, bien, on arrête ce plan et on recommence un autre plan. Et ça c'est malheureusement la vérité. Hein. Mais moi je suis apolitique, en plus je suis italien, donc je n'ai pas droit à la parole, mais simplement je reconnais, mais dans mon pays ça se passe pareil, hein, c'est pareil, que tout gouvernement aujourd'hui ne peut rien faire contre la puissance de lobby.
Oui, ça, on va la sortir un petit peu. Bon, je vous montre un petit peu. Ça, c'est pour vous montrer que quand on a fait les interventions, d'abord, l'industrie chimique, nous les chimistes ou bien les intervenants, on peut faire croire à n'importe quoi suivant l'angle d'attaque. Par exemple, dans ces cas-là, bon, mais est-ce que c'est un canard? Est-ce que c'est... Ça ne marche pas la présentation là. Désolé. Hein. En définitive, c'est une image qu'on présente chaque fois où il y a la tête d'un canard, d'un lapin avec un bec de lapin. Et quand on demande aux gens, il y a la moitié d'une salle qui voit un canard, l'autre moitié qui voit un lapin. Et bien, donc là, vous me dites que je dois arrêter, hein, parce que c'est vrai que je suis un grand bavard, mais je suis un technicien. Donc forcément, quand je parle, j'essaie toujours de faire passer les messages concrets. Jusqu'à maintenant, on s'est occupé, on a dit alerte aux pesticides, c'est des produits toxiques, etc. Maintenant, donc tout le monde en France aujourd'hui, dans d'autres pays aussi, mais surtout en France, qui c'est la troisième utilisation des utilisateurs de pesticides dans le monde, le troisième. Donc les gens, tout le monde sait aujourd'hui que les pesticides ne font pas du bien. Ben, maintenant, on va commencer à expliquer quelle est la problématique des pesticides. Et en définitive, si vous allez sur France Inter, il y avait une transmission qui parlait de la puberté précoce inquiétante. Et là, on parle justement des effets des pesticides et produits chimiques sur les glandes endocriniennes. C'est sûr que j'ai à côté de moi un médecin, j'aurais voulu que n'ont pas eu le temps de se voir. J'aurais voulu que ce soit lui plutôt à la présenter, mais puisqu'on n'a pas le temps, donc on l'a fait de façon très raccourcie. Bon, il y a donc ce livre-là. J'en ai une dizaine de livres, coûte 12 €, qui était écrit par un journaliste, François Villeret, sur les perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas un livre scientifique, c'est un livre de vulgarisation pour comprendre qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien. Donc, bon, là, c'est le film, on va sauter. Donc, nous, Génération Future, nous sommes une organisation donc, scientifique et chaque année, nous faisons différentes analyses. Je ne sais pas, les analyses du Rassan, si vous avez vu. Et nous avons démarré, il y a 4 ans, une enquête qui s'appelle Expert comme exposition aux perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est la 4e étude qu'on a fait, où en définitive, on a analysé, on a fait analyser des cheveux des gens qui habitent dans la couronne de Paris. Et donc, bon, là, c'est définitive. Qu'est-ce que c'est un système endocrinien? Peut-être j'aurai le temps de parler un peu. C'est le livre de François. Donc, ça, c'est pour visualiser vite fait donc, les glandes endocriniennes qui reçoivent les pesticides ou les produits chimiques et que les hormones sont complètement modifiées. Le message que la cellule envoie donc la glande et elle est faussée, et c'est pour ça qu'il y a des obésités, etc. Je pense que vous confirmez ce que je veux dire, c'est que ces perturbateurs endocriniens ne font pas mourir. Il n'y a pas de décès direct, simplement qu'il y a tout un tas de maladies annexes qui, à la longue, ne font pas du bien. Voilà, donc là, je vais sauter parce que oui, le perturbateur endocrinien n'est pas en tant que tel une mesure de la toxicité, mais un changement pouvant entraîner des modifications endocriniennes. Voilà, ça se passe, pour nous, ça se passe comme ça. En rouge, il y a les perturbateurs endocriniens. Ça peut être, c'est un produit chimique, hein, donc ça peut être un biocide, un produit chimique net ou un pesticide qui va s'accrocher donc à la glande et à la place de l'hormone et la glande est saturée, et à ce moment-là, il réagit de 3 façons différentes. Et il y a des hormones qui sont en excès. Et donc, les perturbateurs endocriniens peuvent limiter l'action
d'une hormone naturelle. Les perturbateurs endocriniens peuvent se lier au récepteur hormonal et empêcher la cellule de réagir. Ou bien il y a la production anormale des hormones. Ça, c'est une maladie des perturbateurs endocriniens qu'on commence à prendre en compte. Et juste pour vous dire que la Commission européenne, ou en tout cas à Bruxelles, ils sont en retard de 3 ans parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord à la définition de qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien. Parce que l'industrie chimique est là en disant non, si vous dites ça, que c'est un perturbateur endocrinien, ça va rentrer dans nos produits, vous allez nous faire du tort, etc. Et donc là, c'est pour ça que François a décidé d'écrire ce livre pour alerter les gens de dire, même si aujourd'hui il n'y a pas de législation concrète sur les perturbateurs endocriniens, bon, mais ces produits-là, ils existent. Et dans le plan 2015-2018 du gouvernement sur la prévention de la santé et de l'environnement, il y a des perturbateurs endocriniens qui sont pris en compte. Donc, on va faire des analyses et on va sortir un rapport de génération future comme on a l'habitude et on va aller au ministère en disant c'est comme ça que ça se passe. Et parfois, on est écouté. Actuellement, on n'est pas écouté. Je ne sais pas pourquoi. Bon, mais donc, dans le rapport ESPER 4, voilà, donc 28 femmes ont donné les cheveux et on a trouvé 64 substances suspectées d'être perturbateurs endocriniens, donc 54 des pesticides. Et donc, 21 perturbateurs endocriniens ont été retrouvés en moyenne sur une femme, sur une quantité qui est telle qu'elle. Donc, nos rapports sont des rapports scientifiques qu'on donne la qualité et la quantité, et les moyens d'analyse ne peuvent pas être mis en discussion parce que ce sont faits par des laboratoires qui sont normalement homologués, donc homologués par les catégories qui sont reconnues par les ministères. Et je crois que je peux m'arrêter là parce que je souhaite vous donner la parole et en espérant de ne pas vous avoir inquiété de trop, mais restons quand même vigilants. Merci.